Aussi, cliquez j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Amara prit une profonde inspiration en sortant du taxi devant ce qui avait été sa maison. C'était une coquette propriété avec une clôture de couleur claire et des haies verdoyantes, le genre d'endroit qui avait autrefois semblé sûr et sacré. Pourtant, en s'approchant de l'allée, un sentiment d'effroi immédiat l'envahit. Là, juste à côté du portail, se trouvaient ses valises, soigneusement disposées comme si quelqu'un les avait délibérément placées là pour qu'elle les trouve. Elle fronça les sourcils, le cœur battant dans sa poitrine. Astérisque pourquoi mes bagages sont-ils dehors, astérisque se demanda-t-elle. Avec précaution, elle tendit la main pour toucher la poignée d'une valise. La présence d'une étiquette brillante de son récent voyage confirma qu'il s'agissait bien de ses affaires. Quel culot! Rassemblant son courage, Amara poussa le portail et remonta le court chemin jusqu'au porche d'entrée. La porte était légèrement entr'ouverte, comme si personne à l'intérieur ne se souciait assez de la fermer. Son pouce accéléra à chaque pas. Elle pouvait entendre des rires étouffés, sans aucun doute la voix d'une femme, émanant du salon. « Allô » appela Amara, bien que sa voix tremblât. Elle voulait faire irruption, mais quelque chose dans ce rire la paralysa momentanément. Un souvenir refit surface. Kileshi lui avait dit un jour de ne jamais rentrer de voyage sans le prévenir à l'avance. Elle s'était toujours conformée à cette règle, mais c'était aussi sa maison, n'est-ce pas? Elle avait tout à fait le droit d'entrer quand bon lui semblait. En franchissant le seuil, elle trouva Kileshi, son mari, affalé sur le canapé. À côté de lui se trouvait une femme drapée dans un peignoir de soie, ses doigts manucurés traçant nonchalamment le col de sa chemise. La femme, Nadine, tourna lentement la tête vers Amara et plissa les yeux. Kileshi se figea. Un instant, le silence enveloppa la pièce, comme un calme soudain dans un marché bondé. Les pensées d'Amara tourbillonnaient. Combien de fois ai-je redouté ce scénario exact, astérisque elle se souvint des indices subtils, des appels manqués, des soirées tardives suspectes. Mais voir tout cela se dérouler si effrontément ressemblait à un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. « Tu es rentré tôt » dit Kileshi, sa voix paraissant plus irritée que surprise. Nadine se rapprocha, un sourire glacial aux lèvres. Elle ne fit même pas semblant de couvrir ses épaules dénudées. Amara déglutit, la gorge sèche. Tôt, parvint-elle à dire, son regard se posant sur ses bagages faits à l'extérieur, apparemment pas assez tôt. Alors que son regard oscillait entre les deux personnes sur le canapé, elle nota l'air suffisant sur le visage de Nadine. C'était comme si la maîtresse se sentait triomphante. L'air était chargé d'hostilité, une intrusion dans tout ce qu'Amara avait jamais cru sur la sainteté de son mariage. La voix de Nadine trancha la tension. « Puisque tu es là, Amara, pourquoi ne prends-tu pas tes affaires et ne pars-tu pas? Je crois que Kileshi a été clair dans sa décision. » La femme tendit la main vers celle de Kileshi, comme pour confirmer sa possession sur lui. Les yeux d'Amara brillèrent de larmes non versées, mais elle prit une profonde inspiration. Dans cet instant fugace, elle décida que toute la colère ou la confrontation qu'elle avait prévue ne valait plus la peine de leur être offerte. Au lieu de cela, elle se retourna, ravalant sa peine, et sortit de la maison en silence. Même si ses jambes menaçaient de flancher, elle continua de marcher, le dos droit comme un i, déterminée à ne pas donner à Nadine la satisfaction de la voir s'effondrer. Le vent bruissait dans les arbres qui bordaient la rue alors qu'elle descendait du porche. Plusieurs voisins, apparemment conscients du drame qui se déroulait, regardaient par leurs fenêtres où se tenaient le long de leur haie, chuchotant. Certains avaient l'air compatissants, d'autres simplement curieux. Amara refusa de croiser leurs regards. Elle ne pouvait supporter leur pitié, pas maintenant. Son monde entier venait d'être bouleversé sans cérémonie, et elle était déterminée à partir avec sa dignité intacte, même si son cœur se brisait à chaque pas. Amara s'éloigna de la propriété, les roulettes de sa valise cliquetant sur le trottoir inégal, la tête haute. Elle savait que les voisins observaient son départ. Elle pouvait presque sentir leurs regards pressant sur son dos, certains empathiques, d'autres jugeurs. Mais elle refusa de prononcer un seul mot de protestation ou de montrer une seule larme dans cette rue. À mi-chemin du pâté de maison, elle s'arrêta sous un lampadaire vacillant. Astérisque où vais-je maintenant, astérisque se demanda-t-elle, sortant son téléphone pour chercher des hôtels à proximité. Sa vision se brouilla momentanément sous le coup de l'émotion, mais elle chassa les larmes en clignant des yeux. Son sang-froid, se dit-elle,
était la seule armure qui lui restait. Alors qu'elle faisait défiler son téléphone, des bribes de souvenirs refirent surface. Elle se souvint de la première fois qu'elle et Kileshi avaient emménagé dans cette maison. Ils avaient organisé un petit dîner, juste quelques amis, pour célébrer le premier paiement d'hypothèque qu'ils avaient fait ensemble. Amara avait elle-même peint les murs du salon d'une douce couleur crème, voulant insuffler de la chaleur dans la maison. Elle avait profondément aimé cet endroit, croyant que ce serait là qu'il construirait une famille, un héritage. Et maintenant, une étrangère glamour était dans son lit, portant un peignoir de soie qui aurait pu être un cadeau qu'Amara s'était acheté. Ses lèvres se serrèrent à cette prise de conscience. Elle chassa ce souvenir. Une voisine qu'elle reconnut comme étant Madame Daniels passa la tête derrière une haie. « Ça va, ma chère ?» demanda doucement la femme, la pitié gravée dans chaque syllabe. Amara esquissa un hochement de tête poli, bien que sa voix lui manquât. Elle n'avait aucune envie de devenir le sujet des commérages du quartier. « Je vais bien », murmura-t-elle finalement, bien qu'elles sussent toutes les deux que c'était un mensonge. Sans un mot de plus, Amara reprit sa marche vers la route principale. Une légère brise agitait les bords de son foulard, lui rappelant à quelle vitesse les circonstances pouvaient changer. Juste au-delà des portes de la propriété, elle aperçut la voiture de Kileshi garée dans l'allée, avec le plus petit coupé rouge de Nadine bloquant son pare-choc arrière. Elle se demanda si Kileshi ressentait ne serait-ce qu'une once de remords pour ce qu'il avait fait. Mais encore une fois, que pouvait-elle attendre d'un homme qui permettait à une autre femme d'afficher sa présence de manière si flagrante? Elle continua de marcher, refusant de s'attarder sur son chagrin d'amour. Sur la route principale, les lumières de la ville brillaient encore, jetant une étrange lueur sur son visage taché de larmes. Son téléphone vibra, c'était un ami qui appelait, mais elle laissa sonner. Elle avait besoin d'espace pour penser, pour digérer. Les mots semblaient trop lourds en ce moment. Les chuchotements des voisins derrière elle s'estompèrent, remplacés par le bourdonnement des véhicules qui passaient. Dans une partie de son esprit, elle réalisa qu'elle était en état de choc. La brutalité de la trahison se cachait juste sous son calme apparent, menaçant de déborder à tout moment. Pourtant, il y avait le murmure de quelque chose de nouveau qui s'agitait en elle, une force tranquille. Elle était partie sans faire de scène, sans crier, sans se battre, sans crise de nerfs dramatique. Elle ne les laisserait pas la réduire à un spectacle. Cette maîtrise de soi silencieuse lui paraissait à la fois puissante et surréaliste, comme si ses prochaines étapes allaient être délibérées. Elle avait donné à Kileshi tant d'années de sa vie. Elle avait sacrifié trop de rêves et d'ambitions en cours de route. Maintenant, il était temps de tous les récupérer. Entrant dans le petit hall d'un hôtel bon marché, Amara traîna ses valises sur le carrelage ébréché. Le réceptionniste de service, un jeune homme aux yeux ensommeillés, leva les yeux de son téléphone. « Bonsoir », salua-t-il, forçant un sourire professionnel. « Vous avez besoin d'une chambre simple pour la nuit. » Amara hocha la tête, sentant ses épaules se tendre sous le poids de tout ce qui s'était passé. « Oui, s'il vous plaît », réussit-elle à dire. Sa voix était un peu tremblante malgré ses efforts pour rester calme. Elle tendit sa carte d'identité et sa carte de crédit, puis attendit que le réceptionniste tape sur l'ordinateur, bâillant de temps en temps. Bientôt, on lui remit une carte clé avec une petite brochure cornée sur les commodités limitées de l'hôtel. Chambre 208. Elle se dirigea vers l'escalier, pas d'ascenseur en vue, s'agrippant à la rampe pour se soutenir. Chaque marche vers le haut semblait plus lourde que la précédente. Au moment où elle trouva sa chambre, elle était presque à bout de souffle, à la fois par l'épuisement physique et par une avalanche d'émotions. La chambre elle-même était modeste, meublée d'un lit simple recouvert d'une couette florale délavée. Un petit bureau était placé contre un mur, et une fenêtre donnait sur une ruelle faiblement éclairée. Amara soupira en allumant la lumière du plafond, qui bourdonna un instant avant d'illuminer l'espace d'une faible lueur jaunâtre. Elle ferma la porte à clé derrière elle et s'autorisa enfin un moment pour décompresser. S'affaissant sur le lit, elle enfouit son visage dans ses mains et laissa échapper un grognement étouffé. Des souvenirs de son passé inondèrent son esprit. Des années de sacrifice. Elle se souvenait encore des nombreuses fois où elle avait vidé ses économies personnelles pour aider à rembourser les dettes de Kileshi ou à financer ses projets d'entreprise. Son ascension vers le succès. Quand Kileshi décrocha enfin un gros contrat, la première chose qu'il acheta fut une montre de luxe. Il promit à Amara que bientôt, il prendrait soin d'elle comme elle le méritait. Mais d'une manière ou d'une autre, cette promesse ne se matérialisa jamais sous la forme d'une attention sincère ou d'une réciprocité.
Des opportunités manquées. Elle avait refusé une bourse d'études convoitée à l'étranger pour rester avec lui, croyant qu'ils construiraient un avenir ensemble plus rapidement s'ils mettaient leurs ressources en commun. Ce rêve aussi s'était flétri. Elle traça du bout des doigts le papier peint texturé, se rappelant les innombrables fois où elle avait séjourné dans des endroits bien plus luxueux, mais sans jamais se sentir aussi seule. Les larmes vinrent enfin, silencieuses mais incessantes, alors qu'elle fixait le réveil bon marché de la table de chevet qui égrenait chaque seconde de son chagrin. Quand elle réussit à se ressaisir, l'horloge indiquait près de minuit. Amara se redressa, fouilla dans sa valise pour trouver son chargeur de téléphone et brancha son portable, qui affichait des avertissements de batterie faible. Elle se rallongea sur le lit et se força à se concentrer sur l'avenir. Elle refusait de laisser la trahison de Kileshi et Nadine briser complètement son esprit. Dans le silence de la nuit, elle rassembla ses pensées. Astérisque, j'ai besoin d'un plan. Astérisque, elle ne pouvait pas vivre ici, ni servir son travail sur un plateau d'argent à une maîtresse qui se délectait de sa chute. Pas après toutes ces années. Une faible lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'agita en elle. Peut-être que je peux appeler Chitty Astérisque, pensa-t-elle. Chitty était son ami de longue date et son conseiller en affaires occasionnelles, quelqu'un qui avait toujours une perspective sage. Il n'avait jamais mâché ses mots sur le caractère douteux de Kileshi, mais il n'avait jamais non plus jugé Amara pour son engagement envers son mariage. Demain, elle verrait Chitty. Ce soir, elle dormirait, ou du moins essaierait. Elle ferma les yeux, serrant un oreiller qui sentait légèrement le détergent industriel. Le bourdonnement de l'enseigne au néon à l'extérieur la berça dans un sommeil agité, des images de Nadine et Kileshi tourbillonnant dans ses rêves. Pourtant, sous la surface de son chagrin, une flamme résolue vacillait, déterminée à ne pas s'éteindre. La lumière du matin s'infiltra à travers les rideaux fins, réveillant Amara. Elle étira ses membres raides et laissa échapper un soupir las. Elle était sur le point de se retourner quand son téléphone vibra sans cesse sur la table de chevet. En grognant, elle l'attrapa. L'écran était inondé de notifications des réseaux sociaux et de messages d'amis. Confuse, elle ouvrit le premier. Son cœur se serra. Nadine avait posté une série de photos sur plusieurs plateformes. Ses bras enroulés autour de Kileshi dans le salon d'Amara. Les légendes suffisantes disaient « Nouveau départ, c'est qui, ça, et, la femme est arrivée, fini le passé ». La moquerie était flagrante. Les sections de commentaires étaient déjà en effervescence, les gens spéculant, offrant des félicitations ou portant des jugements moraux. Le téléphone d'Amara bipa avec un autre message. C'était d'une amie proche, Yvonne, qui écrivait en majuscule « Amara, as-tu vu que cette femme déité sur TOI ? Appelle-moi ». Plutôt que de s'effondrer, Amara sentit sa colonne vertébrale se raidir. Une vague de colère la parcourut, teintée d'incrédulité. Astérisque, comment Nadine pouvait-elle être si cruelle, diffusant ma tragédie personnelle comme un spectacle pour le monde entier, astérisque c'est comme ça qu'il célèbre mon éviction, astérisque pensa-t-elle, une douleur sourde martelant derrière ses yeux. Bien qu'elle fût tentée de répondre aux publications de Nadine par un commentaire cinglant, Amara décida de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle passa un seul appel à Yvonne. Après la première sonnerie, Yvonne décrocha. Amara, enfin. Raconte-moi tout. Est-ce vrai que tu es rentré pour trouver tes affaires jetées dehors ? Que Nadine se pavane comme si l'endroit lui appartenait. L'inquiétude d'Yvonne transparaissait dans sa voix tremblante. C'est compliqué. Répondit Amara, essayant de garder sa voix stable. Je ne veux pas en parler au téléphone. Juste, j'ai besoin d'un peu d'espace, d'accord ? Yvonne hésita. Bien sûr, ma chérie. Mais tu sais que tu ne mérites pas ça. Tu n'as fait que soutenir cet homme. Si tu as besoin d'aide, d'argent, d'un endroit où rester. Appelle-moi. Promis. Amara expira, touchée par l'offre de son ami. Merci, Yvonne. Je te promets que je te le ferai savoir si j'ai besoin de quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, n'interagis pas avec Nadine en ligne. Laisse-moi gérer ça à ma façon. Yvonne accepta, bien qu'à contre-cœur, et elles raccrochèrent. Amara essaya de réprimer la vague de frustration qui montait en elle. L'effronterie de Nadine ajoutait une couche d'humiliation à ce qui était déjà une expérience traumatisante. Pourtant, Amara refusait de s'abaisser au niveau de la maîtresse. Elle ne se laisserait pas entraîner dans une querelle publique que Nadine voulait clairement.
Astérisque je suis plus forte que ça astérisque, se rappela-t-elle. Un coup d'œil alors lui indiqua qu'elle était en retard pour une réunion qu'elle avait prévue avec Chitty. Elle sauta du lit, se rafraîchit dans la petite salle de bain et enfila un chemisier impeccable et un pantalon noir qu'elle avait emballé. Astérisque je suis peut-être temporairement sans abri, mais je peux toujours avoir l'air présentable. Astérisque elle s'étudia dans le miroir, remarquant les faibles lignes rouges sous ses yeux. Secouant la fatigue, elle quitta l'hôtel Bon Marché, redressa les épaules et héla un taxi. Pendant tout le trajet, elle regarda par la fenêtre, remarquant comment la ville semblait indifférente à sa crise personnelle. Les voitures filaient, les vendeurs vendaient leurs marchandises et les piétons se pressaient sur les trottoirs. La vie continuait, indifférente et inflexible, même lorsque le monde de quelqu'un était en ruine. Amara trouva un étrange réconfort dans cette normalité. Si le monde continuait de tourner, elle aussi le ferait, d'une manière ou d'une autre. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le taxi s'arrêta devant l'immeuble de bureau de Chitty. Elle paya la course, descendit dans la rue animée et entra. Astérisque il est temps de planifier mon retour astérisque, pensa-t-elle résolument, ignorant le battement d'anxiété dans son ventre. Le bureau de Chitty se trouvait au 12e étage d'un gratte-ciel moderne en verre. Amara s'enregistra à la réception, puis se fraya un chemin à travers le labyrinthe de bureaux. Elle trouva Chitty debout devant un grand tableau blanc, griffonnant des graphiques financiers. Il se tourna au bruit de la porte qui s'ouvrait. « Amara, dit-il, les yeux s'illuminant d'inquiétude. J'ai entendu la nouvelle. J'allais t'appeler. » Amara fit une grimace. Elle dit, sa tentative d'humour tombant un peu à plat. Chitty soupira, posant son marqueur. « Je suis désolé que tu traverses ça. Mais je te connais, et je sais que tu retomberas sur tes pieds. » Il lui fit signe de s'asseoir sur l'une des chaises de bureau. Il en rapprocha une autre, afin qu'ils soient face à face. Ils passèrent l'heure suivante à parler de tout ce qui s'était passé. Amara raconta avoir trouvé Nadine, l'accueil froid de Kilechi et l'humiliation de voir ses affaires personnelles étalées sur les réseaux sociaux. Chitty écouta attentivement, n'intervenant que pour clarifier ou poser une question. Finalement, il croisa les bras, se penchant en arrière sur sa chaise. « Concentrons-nous sur toi maintenant. Tu as passé des années à soutenir les ambitions de Kilechi. Et les tiennes ?» Amara fronça les sourcils. « Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble en désordre. J'ai un bon travail, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant pour déménager et trouver un nouvel endroit tout de suite. Et pour être honnête, c'est plus que financier. Je me sens perdu. » Chitty hocha la tête d'un air entendu. « C'est compréhensible. Mais voilà le truc. Tu es résiliente. Tu as géré des budgets, aidé à tenir un ménage, et même participé au plan d'affaires de Kilechi. Tu as les compétences pour forger ton propre chemin. » Il tapota un doigt contre le bras de sa chaise. « Peut-être qu'il est temps de voir plus grand. Investis en toi-même. » Les yeux d'Amara brillèrent d'une étincelle d'espoir. « Investir en moi-même, » répéta-t-elle. « Ça sonne bien en théorie, mais comment exactement ? » « Il y a des moyens, » dit Chitty. « Tu peux chercher des propriétés à acheter ou à développer. Tu pourrais faire équipe avec une marque établie. Tu as un réseau. Plus que tu ne le penses. Et n'oublie pas, ton oncle Rotimi était connu pour son empire immobilier. Tu étais proche de lui, n'est-ce pas ? » L'expression d'Amara s'adoucit en se rappelant son oncle Rotimi, son défunt oncle qui la traitait comme sa fille. « Oui, je l'étais. Bien que je n'ai pas vraiment examiné son testament depuis son décès. Ça fait quelques années maintenant. » Elle ressentit une pointe de culpabilité, réalisant qu'elle avait évité les détails juridiques de sa succession au milieu de son dévouement à Kilechi et au mariage. Aurait-elle pu hériter de quelque chose de valable ? Chitty haussa les épaules. Il serait peut-être temps de revoir ça. Au moins, pour régler les détails en suspens. On ne sait jamais. Cet homme était un magnate de l'immobilier. Il t'a peut-être laissé quelque chose de substantiel. Ces mots persistèrent dans l'esprit d'Amara. Elle avait toujours admiré le sens des affaires et la générosité de son oncle. Se pourrait-il qu'après tout ce temps, elle ait encore une part de son... Cette pensée alluma une petite flamme de détermination en elle. « Je vais regarder ça, » dit-elle en se levant. « Merci. J'en avais besoin. » Chitty se leva aussi, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses,
Amara. Ne laisse pas la trahison de Kileshi te définir. Amara laissa échapper un souffle tremblant. Je ne le ferai pas, promit-elle. Avec un sentiment renouvelé de détermination, elle quitta son bureau, l'esprit déjà bourdonnant de possibilités. En sortant de l'immeuble de bureau de Chitty, Amara sentit l'air vif de midi lui effleurer les joues. Elle attrapa son téléphone pour vérifier si Yvonne ou d'autres amis inquiets avaient envoyé d'autres messages. Il y avait plusieurs appels manqués, dont un d'un numéro inconnu, mais elle décida de s'en occuper plus tard. Pour l'instant, son objectif était de redécouvrir qui elle était au-delà de l'ombre de Kileshi. Les rues de la ville étaient bondées à l'heure du déjeuner. Des hommes et des femmes en tenue d'affaires se déplaçaient comme un banc de poissons à travers les carrefours animés. Des vendeurs de rue proposaient des encas et des boissons. Au milieu de ce chaos, Amara se fraya un chemin à travers la foule avec une résolution tranquille. Elle se souvint des mots de Chitty sur l'investissement en elle-même et la réévaluation de ce que son oncle aurait pu lui laisser. Elle n'avait jamais activement poursuivi l'affaire car, au moment du décès de l'oncle Rotimi, elle était occupée à financer le premier grand projet d'entreprise de Kileshi. Toute son attention, ses ressources et son énergie avaient été canalisées vers les rêves de son mari. Elle s'était dit que la succession de l'oncle Rotimi serait compliquée à gérer et qu'elle n'était pas pressée de recevoir un quelconque héritage. Maintenant, elle réalisait à quel point cela avait été une erreur de jugement. Elle composa le numéro du cabinet d'avocats qui avait géré les affaires de son oncle. Une réceptionniste polie répondit, et Amara se présenta. En quelques minutes, elle fut transférée à un associé principal. « Mademoiselle Amara, nous essayons de vous joindre, dit-il. Votre oncle vous a laissé des actifs substantiels à votre nom, des biens immobiliers, pour être précis. Notre bureau a envoyé des lettres et des courriels, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. » Le cœur d'Amara s'emballa. « Je suis vraiment désolé. J'ai dû les manquer pendant une période très chargée de ma vie. Pouvons-nous fixer un rendez-vous ? » Absolument. Que diriez-vous de demain à 10 heures, proposa l'avocat. C'est parfait, répondit-elle, notant mentalement l'heure du rendez-vous. Elle le remercia et raccrocha, s'appuyant contre le mur d'un bâtiment voisin. Son esprit s'emballa avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Astérisque des actifs substantiels, astérisque se demanda-t-elle. Avait-elle vraiment hérité de propriétés ? Et comment cela pourrait-il changer sa situation ? Elle envoya un texto à Chitty. Rendez-vous avec l'avocat de l'oncle Rotimi demain. Merci pour le coup de pouce. Un instant plus tard, il répondit avec un pouce levé et un court message. Fier de toi. Amara leva les yeux vers les grands immeubles qui se dressaient au-dessus d'elle. Son corps lui faisait encore mal à cause du bilan émotionnel de la veille. Mais une graine d'espoir avait été plantée. Peut-être que la vie ne s'effondrait pas de manière aussi irréversible qu'elle l'avait craint. Peut-être que de nouveaux départs se profilaient à l'horizon. Le reste de la journée, elle s'occupa de questions pratiques. S'enregistrer dans un hôtel légèrement meilleur, chercher des appartements à court terme et rencontrer un ami agent immobilier qui lui devait une faveur. Chaque étape ressemblait à une révolution tranquille, une reconquête de son autonomie. Elle était déterminée à faire face à tout ce que demain apporterait. Le matin arriva plus vite qu'Amara ne s'y attendait. Elle s'habilla d'un tailleur bleu marine, un rappel réfléchi à elle-même qu'elle était plus que la femme trahie de quelqu'un. Elle était une femme capable avec sa propre trajectoire. À 10 heures précises, elle entra dans le hall poli du cabinet d'avocats, accueillie par la subtile odeur de café et de papier frais. Un jeune associé la conduisit au bureau de l'associé principal. Elle ne put s'empêcher de remarquer le décor de bon goût, les œuvres d'art abstraites et les lignes épurées du mobilier moderne. Assis derrière un grand bureau en chêne se trouvait M. Ocon, un gentleman aux tempes grisonnantes et au sourire chaleureux et professionnel. « Madame Amara, dit-il en se levant pour lui serrer la main. Je suis ravi que nous puissions nous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle s'installa dans un fauteuil en cuir, essayant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. Son cœur battait la chamade, bien qu'elle gardât une expression posée. Monsieur Ocon sortit un dossier épais d'un tiroir. Votre défunt oncle, Monsieur Rotimi, était très clair dans ses instructions. Il vous a laissé une partie de sa succession, qui comprend plusieurs propriétés. Elles sont détaillées ici. Il ouvrit le dossier et étala plusieurs documents. Les yeux d'Amara parcoururent les papiers.
Il y avait des actes de propriété pour des terrains et des immeubles d'appartements, ainsi que des photos agrafées aux pages. Elle reconnut certaines adresses comme étant des biens immobiliers de premier choix dans la ville. Son oncle avait en effet été un magnate de l'immobilier, mais l'ampleur de sa générosité la prit par surprise. « Je n'en avais aucune idée », murmura-t-elle, traçant du doigt une photographie d'un complexe d'appartements modernes et élégants. Les souvenirs de la gentillesse de l'oncle Rotimi affluèrent. Comment il lui avait toujours dit qu'elle avait un esprit vif pour les affaires, même quand elle doutait d'elle-même. Monsieur Ocon continua. Il avait l'intention que vous développiez ces propriétés ou que vous les gériez comme bon vous semble. De plus, il y a une propriété de campagne, assez grande, avec une architecture distinctive. Je crois que vous la connaissez peut-être déjà. Amara se pencha en avant. Quelle propriété ? Demanda-t-elle, soupçonnant déjà la réponse. Ah, la voici. Monsieur Ocon fit glisser un document sur le bureau. Lot numéro 54, également connu sous le nom de domaine Greenwood, situé à. La main d'Amara vola à sa bouche. Le domaine Greenwood ? C'était le nom de la propriété que Kileshi et Nadine occupaient actuellement. La propriété qu'elle avait cru financer, au moins en partie, par les nouveaux revenus de Kileshi. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Elle inspira brusquement. Je ne savais pas que le domaine Greenwood était au nom de mon oncle. Kileshi, mon mari, a géré la compte, ou du moins c'est ce qu'il m'a dit. Je croyais que c'était à nous, acheter ensemble. Monsieur Ocon fronça légèrement les sourcils, ajustant ses lunettes. Il semble que votre oncle en ait conservé la propriété. Dans son testament, elle vous revient maintenant. Kileshi n'est pas répertorié comme propriétaire. Un tourbillon d'émotions la submergea. Soulagement, choc et une colère sourde contre la tromperie de Kileshi. Je vois. Donc, ça n'a jamais vraiment été à lui pour commencer, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour Monsieur Ocon. Il lui fit un signe de tête compatissant. Je comprends que cela puisse être beaucoup à absorber. Si vous le souhaitez, notre cabinet peut s'occuper du transfert des actes de propriété et de toute formalité administrative supplémentaire. Nous vous conseillons également de prendre des mesures pour sécuriser légalement ces propriétés, surtout s'il y a un litige en cours concernant leur occupation. Amara resta là, momentanément abasourdie. Elle repensa au jour où elle était rentrée chez elle pour trouver Nadine confortablement installée dans la chambre principale. L'humiliation qu'elle avait ressentie alors la piquait encore. Mais maintenant, elle possédait non seulement la supériorité morale, mais aussi la supériorité légale. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, elle hocha la tête en direction de Monsieur Ocon. Oui, s'il vous plaît, continuez. Je fournirai toute la documentation nécessaire. Merci pour vos conseils. Ils passèrent une autre demi-heure à finaliser les détails, signer des papiers et discuter des prochaines étapes. Au moment où Amara quitta le cabinet d'avocat, elle tenait dans sa mallette la preuve légale que le domaine que Kileshi et Nadine exhibaient comme le leur était à elle. Une tempête d'émotions la traversa. L'autonomisation, le choc et un désir ardent de justice. Elle en avait fini d'être une victime dans cette histoire. Amara se retrouva à nouveau devant le bureau de Chitty, déterminée à partager la nouvelle de son héritage. Elle serrait le dossier de documents juridiques, son esprit tourbillonnant de pensées sur la façon de procéder. L'audace de Kileshi avait atteint sa limite, l'expulsant de sa propre propriété. Si ce n'était pas une injustice poétique, elle ne savait pas ce que c'était. À l'intérieur, la réceptionniste lui fit signe d'entrer, déjà habituée à ses visites. Chitty était au téléphone quand elle entra dans son bureau spacieux, lui faisant signe de prendre un siège. En quelques instants, il mit fin à la conversation et tourna toute son attention vers Amara. Alors, la pressa-t-il, les yeux brillants de curiosité. Elle lui tendit une feuille de résumé. Il s'avère que je possède le domaine Greenwood, et un tas d'autres propriétés. Oncle Rotimi me les a laissées. Chitty siffla doucement, parcourant le document. C'est une sacrée manne. Il posa le papier et la regarda. Donc, le domaine Greenwood est légalement à toi. Oui, confirma Amara, incapable de retenir le tremblement d'excitation dans sa voix. Pendant tout ce temps, Kileshi s'est pavané dans une maison qui n'est pas la sienne. Chitty tapa pensivement son stylo contre son bureau. Cela change tout. Tu as le pouvoir ici, Amara. Elle hocha la tête,
une vague d'émotions bouillonnant sous son calme extérieur. La colère, la trahison et une soif de validation se mêlaient en elle. Pourtant, elle refusait de prendre des décisions hâtives. « Que penses-tu que je devrais faire » demanda-t-elle doucement. Chitty se pencha en arrière. « Légalement, tu pourrais les expulser. Moralement, tu pourrais te débattre avec la rapidité et la force avec lesquelles tu veux le faire. Mais soyons clairs, ils n'ont eu aucun scrupule à te mettre dehors avec tes bagages dans la rue. Ne laisse pas une sympathie mal placée te retenir. » Amara expira, reconnaissante de sa franchise. Son esprit revit l'image de ses valises attendant sur le trottoir. Le souvenir la piquait encore. « Tu as raison, murmura-t-elle. Ils ont fait leur choix. » Exactement. Dit Chitty en lui rendant les documents. Il y a une différence significative entre la gentillesse et la faiblesse. Tu peux toujours être une personne décente tout en défendant tes droits. Amara serra la mâchoire. Alors je vais aller de l'avant. Je vais demander à mon équipe juridique de remplir les documents nécessaires. Que Kileshi et Nadine apprennent le sens des conséquences. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Chitty. Parler comme une vraie femme d'affaires. Pour la première fois depuis des jours, Amara s'autorisa un sourire sincère. Bien que la douleur de la trahison de Kileshi persistât, elle sentit une vague de confiance. Elle n'était plus un personnage passif dans cette histoire. Elle prenait le contrôle. Son héritage n'était pas seulement une bénédiction. C'était une bouée de sauvetage vers une nouvelle phase de sa vie, une phase guidée par sa propre volonté. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer une stratégie de base. Chitty la mettrait en contact avec un gestionnaire immobilier réputé. Amara commencerait à développer certains des biens immobiliers, les transformant éventuellement en entreprises rentables. Elle gérerait également les avis d'expulsion avec soin, s'assurant que chaque étape était légalement solide. À la fin de leur discussion, la tête d'Amara tourbillonnait de détails logistiques, mais son cœur était plus léger. Elle voyait un chemin à suivre, un avenir où elle ne serait pas éclipsée par les manipulations de Kileshi. En quittant l'immeuble de bureau, elle s'arrêta un instant, inspirant l'air vif de l'après-midi. Dans son esprit, elle répéta le mantra qu'elle avait adopté, astérisque je suis forte, je suis digne, et cette fois, je me mets en premier astérisque au cours des jours suivants. Amara travailla discrètement pour récupérer sa propriété. Elle engagea une équipe juridique du cabinet de M. Ocon pour rédiger les avis d'expulsion nécessaires. Elle entama également le processus de transfert de tous les titres de propriété à son nom. Pendant tout ce temps, elle garda son sang-froid, refusant de donner le moindre indice public de ses plans. Pendant ce temps, Kileshi et Nadine continuaient leurs démonstrations suffisantes sur les réseaux sociaux. Nadine postait des photos de pièces redécorées, affichant fièrement ce qu'elle croyait être sa nouvelle maison. Chaque publication touchait une corde sensible chez Amara, mais elle restait silencieuse, les laissant se délecter dans l'ignorance. Lors d'un après-midi tranquille dans son appartement temporaire, bien loin de la maison qu'elle partageait autrefois avec son mari, le téléphone d'Amara vibra. C'était Chitty. « Nous sommes prêts, dit-il. Les avis peuvent être signifiés demain matin. » Un frisson de nervosité dansa dans l'estomac d'Amara. C'était le moment où elle exigerait légalement que les personnes qui l'avaient trahi quittent sa propriété. « D'accord, répondit-elle, sa voix calme. « Procédez. » Elle mit fin à l'appel et se retrouva à faire les 100 pas dans le petit salon. Elle repensa au jour où elle avait rencontré Kileshi lors d'un événement caritatif, attirée par son charme et sa confiance. Ils avaient d'abord été un couple admirable, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Mais maintenant, cette image était brisée, remplacée par la réalité brute de la trahison et du chagrin. Malgré tout, elle ressentait un sentiment de libération. Elle ne s'accrochait plus à un rêve unilatéral de mariage. Elle avait découvert son propre potentiel, en partie grâce à la prévoyance de l'oncle Rotimi. Elle imagina la voix de son oncle lui dire « Tu as toujours eu ça en toi. Maintenant, va réclamer ce qui te revient de droit. » Cette nuit-là, elle dormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Demain apporterait une nouvelle aube, et avec elle, une confrontation qui pourrait ébranler tout l'univers de Kileshi. Et bien qu'elle ressentit des pincements de tristesse en se souvenant des moments d'amour qu'ils avaient partagés, elle se rappela que l'amour sans respect ni fidélité n'était qu'un mirage. Elle méritait mieux. Tôt le lendemain matin, Kileshi sortit pour prendre le courrier, vêtu d'un t-shirt et d'un pantalon de survêtement enfilé à la hâte.
Nadine dormait encore dans la chambre principale, une pièce autrefois partagée par Amara, portant maintenant les marques de la touche personnelle de Nadine. La journée semblait assez ordinaire, les oiseaux chantaient, le soleil perçait à travers les grands arbres qui bordaient la propriété. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Kileshi repère l'enveloppe timbrée d'un signe légal. Fronçant les sourcils, il déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les mots « avis d'expulsion ». Une vague de confusion l'envahit. Comment cela pouvait-il être possible? Une autre lettre portait le nom du propriétaire légitime du domaine, Amara. Son cœur gronda. Il cligna rapidement des yeux, relisant chaque ligne pour s'assurer qu'il n'interprétait pas mal. Légalement, ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Le domaine appartenait à Amara, en vertu de l'héritage. S'il ne se conformait pas, d'autres actions en justice suivraient. Kileshi? La voix de Nadine le surprit. Il se tourna pour la voir debout à l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, un peignoir de satin glissant d'une épaule. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, lorgnant le document dans sa main. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Finalement, il lui tendit l'avis. « Nous sommes expulsés, dit-il, la voix creuse. Le front de Nadine se plissa. « C'est impossible. C'est ta maison, n'est-ce pas ?» Son ton vacillait, trahissant son anxiété. Kileshi déglutit. « Il semble qu'elle n'a jamais vraiment été à moi. Elle appartenait à l'oncle d'Amara, et maintenant elle est à elle. » Ses mains tremblaient. « Elle nous expulse. » Un instant passa alors que la gravité de la situation s'imposait. Le visage de Nadine se tordit de colère. « Mais je viens de repeindre la chambre. Ce n'est pas possible. » Elle baissa les yeux sur la vie, cherchant une quelconque faille. Kileshi fixa les jardins opulents au-delà du porche, des jardins qu'il avait montrés à ses invités, les revendiquant comme un témoignage de son succès. Maintenant, il réalisait que tout cela avait été un mensonge. Ses illusions de grandeur s'effondraient. Serrant les dents, il se tourna vers Nadine. « Nous allons nous battre, dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. Je vais appeler mes avocats. » Pourtant, en disant ces mots, il savait que ce ne serait pas facile. Peut-être même pas faisable. Si le testament accordait vraiment la propriété à Amara, alors leurs options légales seraient minces. La tension se noua dans sa poitrine alors qu'il contemplait la rapidité avec laquelle sa vie s'effilochait. Nadine n'était pas prête à abandonner. « Oui, prends les meilleurs avocats. » Elle retourna en trombe dans la maison, déjà au téléphone, appelant un ou deux contacts. Le vernis de sang-froid qu'elle affichait sur les réseaux sociaux se fissurait. Kileshi s'attarda sur le porche, l'avis d'expulsion tremblant dans ses mains. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, il ressentit une pointe de remords. Il se souvint du visage d'Amara quand elle avait vu Nadine blottie contre lui sur le canapé, se souvint de sa sortie silencieuse. Astérisque, je l'ai mise à la porte de son propre domaine astérisque, réalisa-t-il, la honte l'envahissant. Mais l'orgueil l'emporta sur la culpabilité. Il grinça des dents, maudissant à voix basse. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il en rentrant. Le temps était compté, et pour une fois, ce n'était pas lui qui contrôlait. Amara était assise dans une salle de conférence élégante avec de hautes fenêtres laissant entrer une abondance de lumière naturelle. Elle rencontrait une équipe d'architectes et d'investisseurs pour rénover l'un de ses complexes d'appartements nouvellement hérités en une propriété résidentielle de luxe. Chitty était à ses côtés, lui apportant un soutien moral et des conseils occasionnels. « Alors, Madame Amara, commença l'un des architectes, nous avons examiné votre dossier. Le bâtiment a une forte intégrité structurelle, mais nous recommandons un lifting moderne, quelque chose pour attirer des locataires haut de gamme. » Amara hocha la tête, feuilletant la proposition. « Cela correspond à ma vision. Je voulais me démarquer sur le marché. Finalisons les estimations de coûts et fixons un calendrier réaliste. » Elle ressentait un sentiment de détermination stimulant en parlant, un contraste frappant avec le chaos qui avait dominé sa vie quelques semaines auparavant. C'étaient des décisions prises pour son avenir, façonnées par ses propres ambitions. Un téléphone vibra, attirant son attention. Chitty vérifia discrètement ses messages. « Tout va bien ?» demanda Amara. Il le balayait. UX, hochant la tête. « Oui, juste une confirmation que les avis d'expulsion ont été reçus. On dirait que Kileshi et Nadine essaient de se battre, mais nos avocats disent que leur cas est faible.
La poitrine d'Amara se serra un instant. Bien qu'elle s'attendît à une résistance, elle redoutait plus de confrontation. Pourtant, c'était nécessaire. D'accord, dit-elle en se retournant vers les architectes. Procédons à la finalisation du design. Pendant l'heure suivante, ils se plongèrent dans les détails du plan de rénovation, discutant des matériaux, des entrepreneurs potentiels et des mesures d'économie. À la fin de la réunion, Amara avait un plan complet pour son premier grand projet en tant que magnate de l'immobilier en devenir. Son téléphone affichait plusieurs appels manqués de numéros inconnus, probablement de Kileshi ou de ses associés. Elle les ignora, refusant de les laisser faire dérailler ses progrès. En quittant la salle de conférence, Chitty sourit. « Je ne t'ai jamais vu aussi énergique. Ça te va bien. » Amara eut un petit rire. « Je ne peux pas mentir, ça fait du bien d'être aux commandes pour une fois. » Ils marchèrent côte à côte dans le couloir, passant devant de grandes fenêtres révélant une vue panoramique de la ville. Le soleil les baignait d'une lueur chaude. Cela semblait symbolique. Sa vie passait enfin des ombres de la trahison à un avenir plus lumineux et autodéterminé. « Je suis fier de toi, » dit Chitty en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. « C'est ton heure. » Elle s'adossa contre le mur de l'ascenseur, fermant les yeux un instant pour s'imprégner de cette validation. Oui, c'était son heure. Et elle avait l'intention d'en profiter au maximum. Pendant ce temps, la situation avait radicalement changé pour Kileshi. L'expulsion était imminente, et sa stabilité financière s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le gérer. Ses affaires, autrefois florissantes, échouaient les unes après les autres, conséquence de sa direction distraite et de son éthique douteuse. Il se retrouvait à esquiver les créanciers, luttant pour couvrir l'hypothèque d'une propriété qu'il n'avait pas entièrement payée, une propriété qui n'était même pas vraiment la sienne. Nadine, de son côté, était devenue de plus en plus hostile. Elle reprochait à Kileshi de ne pas avoir mieux assuré leur avenir, ignorant le fait qu'elle s'était joyeusement emparée de la maison d'une autre femme. Tard un soir, Kileshi la surprit dans le bureau, chuchotant au téléphone sur un ton bien trop intime pour être anodin. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « À qui parles-tu » Nadine se retourna brusquement, posant une main sur son cœur qui battait la chamade. « Tu m'as fait peur. » Elle mit rapidement fin à l'appel. Personne d'important. La mâchoire de Kileshi se serra. Vraiment ? Ça semblait assez important. Il se rapprocha, essayant de voir l'identifiant de l'appelant sur son téléphone. Nadine se recula, retournant le téléphone face contre le bureau. Ne sois pas paranoïaque, ricana-t-elle. Je discutais de notre prochain mouvement avec un investisseur potentiel. Il la regarda avec scepticisme. Un investisseur, hein ? Elle roula des yeux. Comme si tu avais proposé des solutions. Ces mots le blessèrent, et l'orgueil de Kileshi s'enflamma. Tu m'as promis une vie de luxe, continua-t-elle, les poings sur les hanches. Maintenant, nous sommes sur le point de nous faire expulser. Ton téléphone n'arrête pas de sonner avec des demandes de factures impayées, et ta précieuse ex est en train de construire un empire juste sous ton nez. La colère de Kileshi explosa. Ne parle pas d'Amara comme ça, lança-t-il. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai perdu. Nadine éclata d'un rire froid. Oh, maintenant tu la défends ? Incroyable. Elle attrapa son téléphone et passa devant lui en se dirigeant vers l'étage. Son esprit était en proie au regret, à la colère et à un sentiment rongeur d'impuissance. Il était devenu l'homme qu'il avait juré de ne jamais être. Faible, dépendant et contrôlé par les circonstances qu'il avait créées. Au fil des jours, il remarqua que les nuits tardives et les appels téléphoniques secrets de Nadine se multipliaient. Il la soupçonnait de voir quelqu'un d'autre, quelqu'un avec des poches plus profondes. Une fois que l'expulsion fut connue du public, elle ne perdit pas de temps à se couvrir. Chaque fois qu'il la confrontait, elle offrait des demi-vérités ou changeait de sujet. Mais il pouvait voir que c'était écrit. Un soir, il la coinça dans le salon, claquant la porte derrière lui. « J'en ai assez de faire semblant, » dit-il, la voix tremblante de rage. « Qui est-il » Nadine sourit avec suffisance, rejetant ses cheveux en arrière. « Comme si tu pouvais comprendre, » dit-elle. « Tu n'as même pas pu garder cette maison. Tu m'as fait perdre ma vie de rêve. » Kileshi sentit sa poitrine se serrer. « Nous pouvons encore nous battre contre l'expulsion. » Se battre avec quoi exactement, le coupa-t-elle.
Ton entreprise criblée de dettes? Tu ne peux pas te payer un avocat assez bon pour battre Amara au tribunal. Ces mots durs confirmèrent ses pires craintes. Elle lui échappait, déjà à moitié partie vers un meilleur parti. Et juste comme ça, les illusions que Kileshi avait si soigneusement construites d'être un homme à succès avec une maîtresse trophée s'effondraient plus vite qu'il ne pouvait colmater les fissures. Amara arriva au sommet national des affaires, vêtu d'une robe noire ajustée et affichant un sourire confiant. Organisé chaque année, le sommet présentait des panels sur les tendances immobilières, les stratégies d'investissement et le leadership visionnaire. Elle avait été invitée en tant que nouvelle venue sur le marché de l'immobilier de luxe, un honneur qui l'étonna et la ravit à la fois. En traversant le centre des congrès, elle reconnut certains des promoteurs et des investisseurs en capital risque les plus influents de la ville. Il y a quelques mois à peine, elle aurait assisté à un tel événement aux côtés de Kileshi, jouant le rôle de l'épouse de soutien pendant qu'il réseautait. Maintenant, elle était là de son propre droit, forgeant des liens pour ses entreprises. Sa table ronde était intitulée « Bâtir un héritage, la transition de l'immobilier résidentiel au luxe ». À ses côtés se trouvaient 2 PDG établis et un modérateur. Alors que le public s'installait, Amara sentit un petit frisson de nervosité. Elle serra le microphone, se remémorant tous les tremplins qu'il avait menés ici. Du chagrin à l'héritage, de la trahison au bord du succès. Le modérateur la présenta. Ensuite, nous avons Amara, une étoile montante dans le secteur de l'immobilier, qui a récemment pris possession de plusieurs propriétés et lancé un projet de réaménagement ambitieux. Amara, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré à vous plonger si passionnément dans ce domaine? Amara s'éclaircit la gorge, son regard balayant les visages attentifs de la foule. Merci. Mon inspiration vient de la reconnaissance du potentiel des espaces négligés. Des propriétés que les gens rejettent souvent mais qui peuvent devenir des joyaux avec la bonne vision. Cela vient aussi d'un parcours personnel. Je crois en la reconstruction, qu'il s'agisse d'un bâtiment négligé ou d'une vie qui a été ébranlée jusqu'à ses fondations. Quelques applaudissements suivirent ces paroles. Elle continua, discutant des aspects pratiques de la rénovation, des relations avec les locataires et de l'équilibre entre le risque et l'opportunité. Bien que seuls ses amis proches connaissaient la profondeur de ses épreuves personnelles, le public sentit son authenticité et sa passion. Après le panel, une file de participants se forma, chacun désireux de lui serrer la main ou d'échanger des cartes de visite. Un gentleman plus âgé loua son courage. Votre histoire est inspirante, jeune femme. Je vois un brillant avenir pour vous dans cette industrie. Amara le remercia gracieusement, une lueur chaleureuse inondant sa poitrine. Pour la première fois, elle se sentit validée non pas pour son rôle d'épouse de quelqu'un, mais pour son propre mérite. C'était une expérience puissante et enivrante. En terminant sa journée, elle sortit de la salle de congrès. Chitty la rattrapa dans le hall. « Tu as été fantastique. » dit-il en lui faisant un fist bump. « J'ai quelques nouveaux investisseurs intéressés. » Elle sourit, une pile de cartes de visite fraîches à la main. Plus que ce à quoi je m'attendais. Ensemble, ils quittèrent le sommet, sortant sous un soleil de fin d'après-midi qui baignait le bâtiment d'une lumière dorée. Pour Amara, ce moment semblait être un présage des succès à venir. Quelque part en ville, dans une chambre de motel miteuse qu'il avait louée en cherchant un logement temporaire, Kileshi regardait la télévision. Les nouvelles locales diffusaient un reportage sur le sommet des affaires. Des images d'entrepreneurs de premier plan et de contrats défilaient à l'écran. Son cœur manqua un battement quand il vit Amara monter sur scène, une image de grâce et de confiance. Le journaliste l'identifia comme un magnate émerge de l'immobilier. Il regarda, la bouche serrée dans une ligne sombre, alors qu'elle parlait avec éloquence de ses plans de développement, de sa vision des espaces de vie de luxe et de l'effort philanthropique qu'elle espérait y associer. La poitrine de Kileshi se serra. Il augmenta le volume, les yeux rivés sur l'écran. Elle a l'air si, heureuse astérisque, pensa-t-il, un mélange d'envie et de regret lui rongeant les entrailles. C'était la femme qu'il avait un jour juré de chérir. Une femme qu'il avait tenue pour acquise et rejetée pour l'attrait d'une autre. Nadine était introuvable. Elle avait fait ses valises et avait disparu 2 jours plus tôt, lui laissant une note d'adieu laconique. Dans cette note, elle se plaignait qu'il ne pouvait pas protéger son niveau de vie, se moquant de lui pour ne pas avoir réussi à éviter l'expulsion. Ce dernier coup avait presque éviscéré ce qui restait de sa fierté. Maintenant, en regardant Amara s'épanouir à la télévision, il réalisa à quel point il s'était trompé.
Alors que le reportage se terminait, il sentit des larmes lui piquer les yeux. Pas seulement des larmes de regret, mais de honte. Il se souvenait encore de la fierté qu'Amara avait autrefois pour lui, de son soutien. Si seulement il avait reconnu sa valeur plus tôt. Si seulement il avait choisi la loyauté plutôt que la luxure. Si seulement. Mais le regret ne changeait rien. Elle avait tourné la page, bâtissant un empire. Il était seul dans une chambre de motel, noyé dans les dettes et les échos de ses mauvaises décisions. Il éteignit la télévision, enfouissant son visage dans ses mains. Dans le silence assourdissant, il admit une vérité qui lui parut à la fois libératrice et atroce. Amara était mieux sans lui. Nadine entra nonchalamment dans un salon huppé, son sac à main de créateur pendant à son bras. Elle avait échangé son rendez-vous le plus ancien contre un pantouse qu'elle partageait désormais avec un riche magnate des affaires qu'elle avait récemment piégé. Son nouveau compagnon était plus âgé et beaucoup plus sûr financièrement que Kileshi ne s'était avéré l'être. Alors qu'elle prenait place au bar en marbre, elle fit défiler son téléphone. Elle tomba sur une publication montrant Amara à un sommet des affaires, souriant sous les lumières vives de la scène. La lèvre de Nadine se retroussa. Astérisque, cette femme doit se vanter de la façon dont les choses ont tourné pour elle. Astérisque, elle tapa un commentaire sarcastique, quelque chose sur les femmes qui ont de la chance avec un héritage. Mais avant d'appuyer sur renvoyer, elle réalisa que cela pourrait entraîner encore plus de drames publics. Au lieu de cela, elle supprima le brouillon, passant à son application bancaire pour voir si son nouveau compagnon avait déposé les fonds promis. Un sourire narquois se répandit sur son visage. Une somme considérable était en effet apparue sur son compte. Astérisque, c'est mieux comme ça astérisque, pensa-t-elle. Elle n'avait pas besoin du drame de la faillite de Kileshi de toute façon. Au milieu de la gorgée de son cocktail coûteux, elle se souvint des supplications larmoyantes de Kileshi pour qu'elle reste. Le souvenir l'amusa. Astérisque, il n'était qu'un tremplin astérisque, rationalisa-t-elle. Astérisque, rien de plus. Astérisque, pourtant, une voix lancinante au fond de sa tête lui chuchotait qu'elle suivait un chemin dangereux. Un chemin construit sur des engagements superficiels et l'opportunisme. Elle fit taire cette voix avec une autre gorgée. Son téléphone vibra avec un appel d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô » répondit-elle, ennuyée. Un message automatisé commença à jouer. Il concernait un prêt impayé lié au mobilier de l'ancien domaine. Apparemment, son nom figurait également sur certains documents, l'alliant financièrement à une partie de la dette de Kileshi. Son visage pâlit. « Veuillez contacter notre bureau de recouvrement », ronronna la voix. Nadine mit fin à l'appel brusquement, maudissant à voix basse. Des agents de recouvrement étaient à ses trousses. Elle avait peut-être quitté Kileshi, mais elle ne pouvait pas complètement échapper aux conséquences de leur style de vie extravagant. Fronçant les sourcils, elle fit signe au barman pour une autre tournée, espérant noyer le sentiment rampant de malheur dans un brouillard de luxe. Après la couverture médiatique, Kileshi erra dans la ville, hébété, finissant par trouver le courage d'appeler Amara. Il lui fallut 3 tentatives avant de finalement laisser un message vocal. « Amara, c'est moi. Je sais que je ne mérite pas ton temps. Mais, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir. » À sa surprise, elle rappela le lendemain. Sa voix était mesurée, froide. « Qu'y a-t-il, Kileshi ?» Il sentit sa gorge se nouer. « J'aimerais qu'on se voie. Il y a des affaires inachevées. Peut-être qu'on peut en parler comme des adultes. » Une pause. « D'accord, concéda-t-elle. Demain à midi, au café de la rue Wellington. » Cette nuit-là, Kileshi dormit à peine. Il répéta ce qu'il dirait, chaque version plus désespérée que la précédente. Son monde s'était effondré, et il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. La honte le rongeait, mais aussi le besoin d'une forme de clôture, ou peut-être d'une bouée de sauvetage. Quand il arriva au café, Amara était déjà assise près d'une fenêtre. Sa posture était posée, ses yeux distants. Elle avait tout l'air de la professionnelle accomplie qu'elle était devenue. Il prit place en face d'elle, cherchant ses mots. « Merci de me rencontrer », parvint-il enfin à dire. Elle hocha la tête sèchement. « Va droit au but. » Sa franchise le piqua, mais il savait qu'il ne méritait pas moins. « Écoute, Amara », commença-t-il en ravalant sa fierté. « J'ai tout gâché. J'ai perdu mon chemin, et je t'ai perdu. Je sais qu'il est trop tard pour les excuses, mais j'ai besoin de ton aide.
Je suis noyé sous les dettes. Mon entreprise, tout est parti. Son visage resta impassible, mais il y avait une infime lueur de tristesse dans ses yeux. Tu as beaucoup de culot, dit-elle. Après tout ce que tu m'as fait subir, tu t'attends à ce que je te tire d'affaire? Les yeux de Kileshi tombèrent sur la table. Je n'attends pas le pardon, dit-il, la voix tremblante. Si tu pouvais me prêter quelque chose pour régler quelques dettes, je promets de te rembourser. S'il te plaît. Le regard d'Amara était fixe, inflexible. Elle se souvint de la nuit où elle avait pleuré, du jour où elle avait sacrifié ses propres aspirations pour soutenir les siennes. Plus maintenant. Je vois. Il tendit la main sur la table pour prendre la sienne, mais elle se recula. Amara, s'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun droit. Tu as raison, l'interrompit-elle, sa voix froide. Tu n'as aucun droit. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Malgré sa honte, il insista. Je t'en supplie. L'expression d'Amara se durcit comme de la pierre. Elle se leva, jetant quelques billets sur la table pour son café non touché. Nous reparlerons bientôt, dit-elle, le laissant seul au milieu du brouhaha des clients du café. Kileshi la regarda s'éloigner, sa supplication laissée en suspens. Il réalisa qu'elle n'avait rien accepté, mais pour un instant, il sentit quelque chose de final dans son regard. Un frisson lui parcourut l'échine. La porte qu'il avait si négligemment claquée pourrait ne jamais se rouvrir complètement. Plusieurs jours plus tard, Kileshi reçut un texto d'Amara, lui demandant de se rencontrer dans un lieu neutre, un cabinet d'avocat du centre-ville. Il arriva dans un costume froissé, l'épuisement évident dans ses yeux. Assis dans la salle de réception, il tambourinait des doigts sur une mallette en cuir qui contenait les derniers de ses documents d'affaires. Amara apparut, accompagnée d'un de ses avocats. Elle portait un blazer sur mesure, son expression illisible. Ils le guidèrent dans une petite salle de conférence, fermant la porte derrière eux. Kileshi s'éclaircit la gorge. De quoi s'agit-il? Amara sortit une enveloppe et la fit glisser sur la table. Il l'ouvrit, y trouvant un chèque. La confusion tordit ses traits. Un chèque? Qu'est-ce que c'est? Elle expira doucement. Un paiement pour solde de tout compte. Son visage pâlit. Astérisque solde de tout compte astérisque la prise de conscience le frappa. Elle le payait essentiellement, clôturant le livre sur les enchevêtrements financiers qui restaient entre eux. Amara, je ne comprends pas, balbutia-t-il. Pourquoi ferais-tu? Elle croisa son regard, sa voix calme mais ferme. Parce que j'en ai fini, Kileshi. C'est le dernier lien entre nous. Cela couvre toute réclamation théorique que tu pourrais essayer de faire sur mes actifs ou mes entreprises, auxquelles tu n'as de toute façon aucun droit légal. Je veux que tu tournes la page. Ses lèvres tremblèrent. Tu penses que l'argent peut arranger ça? Notre mariage. Nous n'avons plus de mariage, dit-elle sèchement. La finalité de son ton le coupa comme un couteau. C'est une formalité. Prends-le ou laisse-le. Mais comprends bien qu'une fois que tu auras franchi cette porte, nous en aurons fini. Les yeux de Kileshi se posèrent sur le chèque. La somme était substantielle, assez pour effacer la plupart de ses dettes. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahit, soulagement à la perspective du salut financier, humiliation d'être payé, regret pour chaque mauvais virage. Son estomac se noua, mais l'orgueil seul n'allait pas le nourrir ni effacer ses dettes. D'accord, murmura-t-il, forçant les mots à sortir. Il signa un ensemble de documents que l'avocat lui tendit, renonçant de fait à toute réclamation qu'il aurait pu tenter sur la succession d'Amara. Une fois terminé, il plia le chèque et le plaça dans sa mallette avec des mains tremblantes. Amara se leva. Merci. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dit-elle, sans méchanceté, avant de sortir de la salle de conférence. Kileshi resta assis là, seul dans un espace stérile sentant le bois poli et le café rassis, aux prises avec une victoire creuse entre ses mains. D'une seule signature, il avait coupé le dernier fil le reliant à une vie qu'il avait autrefois chérie. Il ne ressentit ni triomphe ni clôture, juste un vide profond et douloureux. Amara consacra ses énergies à son empire en expansion. Elle se lança dans l'immobilier commercial, ouvrit une ligne de propriété locative de luxe, et commença même à collaborer avec des promoteurs socialement responsables pour construire des logements abordables dans les quartiers des faves. Orisé.
pour avoir combiné des entreprises haut de gamme avec le développement communautaire. Un soir, elle se tenait sur une scène lors d'un gala de charité, s'adressant à une foule de donateurs et de philanthropes. Je crois que les affaires ne sont pas seulement une question de profit, dit-elle, sa voix résonnant dans la grande salle de bal. Il s'agit de laisser un endroit meilleur que vous ne l'avez trouvé, que ce soit un bâtiment, une communauté ou une personne dans le besoin. La foule applaudit bruyamment, émue par sa sincérité. En descendant, elle fut approchée par des journalistes désireux de raconter son histoire. Les flashs des appareils photo illuminaient son chemin. « Madame Amara, qu'est-ce qui vous motive à investir si massivement dans des projets communautaires ?» demanda un journaliste. Elle sourit. « Je sais ce que c'est que de recommencer à zéro. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance, un logement sûr, des opportunités stables et de l'espoir pour l'avenir. » Ses efforts philanthropiques attirèrent l'attention nationale. Des portraits furent écrits sur son parcours d'épouse trahie à magnate de l'immobilier autodidacte. Elle fut invitée dans des émissions matinales, où les animateurs louaient sa résilience et sa compassion. Chaque succès, chaque récompense, était comme un baume apaisant sur les blessures laissées par la trahison de Kileshi. Pourtant, elle ne laissa jamais les éloges lui monter à la tête. Elle se souvenait des nuits sombres passées à pleurer dans des hôtels bon marché, de l'humiliation de retourner chez elle pour être mise à la porte. Garder ces souvenirs proches l'aidait à rester ancrée et empathique envers ceux qui luttaient encore. À la fin de la soirée, elle se retira dans son Penthouse, un endroit confortable mais pas trop ostentatoire qu'elle avait choisi spécifiquement pour ses vues imprenables sur la ligne d'horizon de la ville. Elle se tenait près des fenêtres du sol au plafond, sirotant du thé, et regardait le scintillement lointain des lampadaires. Quelque part en bas, les gens se dépêchaient encore, poursuivant encore leurs rêves. Dans ce moment de calme, elle ressentit une profonde gratitude pour le chemin parcouru. Elle résolut de continuer à avancer, de continuer à ouvrir des portes pour les autres comme elle les avait ouvertes pour elle-même. La chute de Kileshi était désormais de notoriété publique. Les chroniques mondaines et les réseaux sociaux s'agitaient du contraste entre l'ascension fulgurante d'Amara et le déclin rapide de Kileshi. Des histoires firent surface sur ses tactiques manipulatrices, comment il avait exploité les ressources d'Amara et comment Nadine l'avait finalement abandonné. Une chaîne de télévision locale diffusa même un court exposé intitulé « De l'Ubri à la ruine, le coup de la trahison ». Il présentait des interviews passées où Kileshi se vantait de son sens des affaires, juxtaposées à des images actuelles de lui esquivant les journalistes, l'air débraillé et brisé. Amara essaya d'ignorer la frénésie médiatique, choisissant de ne pas se délecter de sa chute. Elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer, des projets de développement en cours, des partenariats caritatifs et les opérations commerciales quotidiennes. Pourtant, elle ne pouvait pas entièrement échapper aux mises à jour. Des amis lui envoyaient des clips par SMS, des associés faisaient des commentaires en passant, et des connaissances occasionnelles la félicitaient d'avoir gagné la rupture. Son assistante, Boma, s'approcha d'elle un matin, une tablette à la main. « Madame, avez-vous vu ça ? C'est en tendance sur Twitter. » Elle montra à Amara un fil de discussion détaillant les malheurs financiers de Kileshi, rempli de commentaires le dépeignant comme l'exemple édifiant d'un croqueur de diamants qui s'en était pris à la mauvaise femme. Amara prit la tablette, parcourant quelques tweets. Ils allaient de la sympathie à la joie malsaine. Un tweet disait « Kileshi se vantait de son manoir, sans savoir que ce n'était même pas le sien. » #échec épique. Un autre disait « Gloire à la reine Amara pour nous avoir appris que silence plus stratégie égale succès imparable. » Elle soupira, rendant la tablette. Cela n'aide personne. Concentrons-nous sur la prochaine collecte de fonds pour notre projet de logement. Boma hocha la tête, changeant de sujet sans plus de commentaires. Amara apprécia cela. Elle ne voulait pas que son récit de succès tourne autour des échecs de Kileshi. Elle avait atteint un point où ses réalisations étaient indépendantes, construites sur sa vision, son courage et l'héritage que son oncle lui avait confié. Pourtant, tard dans la nuit, elle réfléchissait parfois à Kileshi, souhaitant qu'il ait choisi un chemin différent. Elle l'avait vraiment aimé autrefois, avait cru en lui. Mais les gens changent, ou plus précisément, révèlent qui ils sont vraiment. Elle avait trouvé sa destinée, et il avait perdu la sienne. Elle espérait qu'un jour il apprendrait de ses erreurs, mais ce voyage était le sien, et le sien seul. Au milieu de son emploi du temps tourbillonnant, Amara se retrouva dans une galerie d'art bondé, sirotant un verre d'eau pétillante.
Elle était là à l'invitation d'un peintre montant qui voulait collaborer à une initiative d'art public pour l'une de ses propriétés. Quelques minutes après son entrée, elle se vit présenter Kwame, un architecte à la voix douce dont elle admirait le design de loin. Kwame lui offrit une poignée de main polie. « Amara, c'est un plaisir. J'ai lu des articles sur vos développements. Un travail inspirant. » Elle sourit, sentant une chaleur immédiate en sa présence. « Merci. J'ai vu certains de vos concepts architecturaux. Une incorporation brillante de caractéristiques écologiques. » Ils tombèrent dans une conversation facile sur les conceptions de bâtiments durables, l'avenir des paysages urbains et l'importance de l'art dans les espaces de vie communs. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils découvrirent des valeurs communes et une étincelle de connexion discrète. « Aimeriez-vous continuer cette discussion autour d'un dîner un de ces jours » demanda Kwame, un sourire timide éclairant ses traits. Amara hésita. Pendant si longtemps, sa vie amoureuse avait été éclipsée par la douleur et la méfiance. Mais il y avait quelque chose de sincère et de respectueux chez Kwame. Il ne la pressait pas, ne fouinait pas dans son histoire personnelle. Il appréciait simplement son esprit, sa vision, et semblait désireux de la connaître au-delà des gros titres. Elle hocha doucement la tête. « J'aimerais beaucoup. » Ils échangèrent leurs numéros, se séparant avec un sentiment mutuel d'anticipation. Au cours des semaines suivantes, ils dînèrent dans des endroits calmes et élégants, visitèrent les chantiers de l'un et de l'autre, et découvrirent de nouvelles couches de terrain d'entente. Des appels téléphoniques tard dans la nuit discutant des matériaux de construction au rire partagé sur des anecdotes comiques des voyages de Kwame, ils formèrent un lien qui semblait sain et prometteur. Amara y alla doucement, méfiante à l'idée de se précipiter dans une autre relation. Pourtant, chaque fois qu'elle se demandait si elle était prête, le comportement respectueux et la patience de Kwame la rassuraient. Il n'exigea jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Il applaudit son indépendance, ne se sentant jamais menacé par son succès. En lui, elle vit les graines d'un amour construit sur le respect mutuel et l'admiration sincère, et non sur l'illusion précaire qu'elle avait connue autrefois. Il était tôt, mais pour la première fois depuis la fin de son mariage, elle sentit l'espoir s'agiter dans son cœur. Inspirée par son propre parcours de reconstruction après un chagrin d'amour, Amara lança une fondation visant à aider les femmes à reconstruire leur vie après une trahison ou une ruine financière. La fondation offrait des ateliers sur l'éducation financière, des programmes de mentorat et des solutions de logement temporaire. Elle la nomma *Phoenix Rising *, la renaissance du phénix, symbolisant la renaissance des cendres des épreuves les plus difficiles de la vie. Elle tint une conférence de presse dans l'un de ses bâtiments nouvellement rénovés pour annoncer les objectifs de la fondation. Les flashs crépitèrent alors qu'elle montait sur le podium, sa voix ferme de conviction. *Phoenix Rising *, ce n'est pas seulement de la charité. C'est de l'autonomisation, dit-elle. Nous fournissons des outils, des formations et des ressources pour que les femmes qui font face à la trahison ou à des revers financiers puissent se frayer un nouveau chemin. Je me tiens ici comme preuve qu'il est possible de forger un avenir incroyable même à partir des moments les plus sombres. La foule applaudit, et elle sourit, l'émotion montant dans sa poitrine. Si seulement j'avais eu ces ressources quand j'ai quitté ma propre maison. Cette pensée ne fit que renforcer sa résolution. Après la conférence de presse, Chitty s'approcha, les yeux brillants. « Tu ne cesses de m'étonner, Amara. Cette fondation aidera tant de gens. » Elle tendit la main, serrant la sienne en signe de gratitude. « Merci, Chitty, d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Il gloussa. « C'est toi qui as fait le plus gros du travail, pas moi. » Ils partagèrent une brève étreinte, réfléchissant au parcours extraordinaire jusqu'à présent. Amara se souvint de la femme timide qui s'était enregistrée dans un hôtel bon marché, le cœur brisé et incertaine de son avenir. Cette femme résidait toujours en elle, mais maintenant elle était fortifiée par l'expérience, le succès et la compassion. Elle passa le reste de l'après-midi à accueillir les participants, y compris des survivantes de violences financières ou émotionnelles qui cherchaient un nouveau départ. En les regardant franchir les portes de la fondation, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. C'était sa vocation, transformer la douleur personnelle en autonomisation collective, en veillant à ce que personne ne se sente aussi seul et piégé qu'elle l'avait été. Kilechi, désespéré et alimenté par des conseils mal avisés, tenta de poursuivre en justice pour une part de l'empire commercial en pleine expansion d'Amara. Il affirma que ses contributions émotionnelles et intellectuelles à son succès lui donnaient droit à une participation financière. L'affaire, cependant,
était fragile dès le départ. Ses avocats démantelèrent méthodiquement ses arguments, citant une jurisprudence claire et rappelant l'accord de séparation qu'il avait déjà signé. Le jour de l'audience, une petite foule de curieux se rassembla, avide du dernier rebondissement de la saga. Kileshi arriva avec un air de fausse bravade, pour trouver Amara assise calmement à côté de son équipe juridique. Le juge écouta attentivement mais devint visiblement impatient alors que l'avocat de Kileshi tentait de tisser un récit sur la façon dont il avait autrefois enseigné à Amara les fondamentaux des affaires, méritant ainsi une propriété partielle. L'équipe d'Amara présenta alors une chronologie de ses entreprises, toutes lancées après leur séparation, sans aucune contribution de Kileshi. Dans une décision décisive, le juge rejeta l'affaire de Kileshi comme étant sans fondement, le mettant même en garde contre le dépôt de poursuites frivoles à l'avenir. Le soulagement d'Amara était palpable. Elle échangea des sourires mesurés avec ses avocats alors que le marteau tombait, signalant la fin d'un autre chapitre des tentatives de Kileshi de profiter de son succès. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes réclamaient une déclaration. Amara garda son sang-froid, offrant un bref commentaire. « J'espère que cela mettra un terme à l'affaire. Je ne souhaite aucun mal à Kileshi, mais nous devons avancer séparément. » Elle monta dans sa voiture avec un sentiment de justification. Elle n'était pas joyeuse, juste fatiguée de tout ça. Les efforts répétés de Kileshi pour s'accrocher à son étoile montante ne faisaient que cimenter à quel point il était tombé loin de l'homme ambitieux et confiant qu'elle avait autrefois épousé. Elle s'éloigna, laissant le flash des caméras s'estomper dans son rétroviseur. Le nouveau petit ami riche de Nadine s'avéra être un escroc. Après des mois à la couvrir de cadeaux qui se révélèrent plus tard financés par des transactions douteuses, il disparut, emportant une grande partie des informations personnelles volées de Nadine et la laissant avec des dettes massives. Les créanciers frappèrent à sa porte, ses comptes gelés en raison d'activités frauduleuses. Elle se réveilla un matin pour découvrir qu'elle était effectivement sans le sou. Frénétique et humiliée, Nadine ravala sa fierté et contacta la seule personne qu'elle croyait pouvoir encore aider, Amara. Elle laissa des messages vocaux désespérés, détaillant son sort, son regret et son espoir d'une seconde chance. Mais Amara, en recevant les messages de Nadine, ne ressentit qu'une douleur sourde du souvenir. C'était la même femme qui s'était moquée d'elle sur les réseaux sociaux, qui s'était délectée de la mettre à la porte de sa propre maison. Maintenant, Nadine implorait sa pitié. Amara appuya sur « Supprimer », ignorant chaque message vocal. Elle n'était pas cruelle, mais elle avait appris l'importance de l'autoprotection. Elle canalisait sa compassion dans sa fondation, pas dans la femme qui avait activement contribué à son chagrin. Nadine essaya une fois de plus, envoyant un texto larmoyant « Je suis désolé pour tout. S'il te plaît, aide-moi. » Amara le lut tranquillement, puis éteignit son téléphone. Le malheur de Nadine était de sa propre fabrication, et aucune excuse n'effacerait la trahison. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. La vie d'Amara était devenue une tapisserie de réunions de conseils d'administration, de visites architecturales, d'événements philanthropiques et de soirées tranquilles avec Kwame. Son histoire captiva l'imagination du public, à tel point qu'elle fut approchée par une grande maison d'édition pour écrire un livre sur ses expériences. Après quelques délibérations, elle accepta, écrivant des mémoires intitulées Astérisque le silence qui parlait plus fort que les mots astérisque. Le livre détaillait son parcours, omettant soigneusement certains détails, comme le vrai nom de Nadine, mais se concentrant sur la façon dont la résolution tranquille et la planification méticuleuse l'avaient aidée à reprendre son pouvoir. Elle raconta le chagrin de rentrer chez elle et de trouver un mari qui l'avait remplacé par une autre femme, l'angoisse de partir sans se battre, et la prise de conscience que le silence pouvait être plus dévastateur que n'importe quelle confrontation dramatique. La sortie du livre déclencha une vague d'admiration et de discussion. Des femmes la contactèrent, partageant comment son histoire les avait inspirées à rester dignes face à la trahison, et à canaliser la douleur en action déterminée. Ses mémoires grimpèrent dans les listes des best-sellers, cimentant davantage son statut de modèle de résilience. Lors de l'événement de lancement du livre, elle aperçut Kwame au premier rang, rayonnant de fierté. Après sa lecture, il la prit à part, lui serrant doucement la main. « Tu es brillante », murmura-t-il, ses yeux brillants de respect et d'affection. Elle ressentit une vague de gratitude, non seulement pour le succès, mais pour la capacité retrouvée d'aimer à nouveau. Elle avait parcouru un si long chemin, du chagrin à la guérison, de l'incertitude à un sentiment de valeur personnelle profondément enraciné. Et elle l'avait fait à sa manière, laissant ses actions parler plus fort que tout cri de vengeance ou de désespoir.
Une grande cérémonie eut lieu dans un auditorium prestigieux, où Amara devait recevoir un honneur national pour son impact transformateur sur l'immobilier, la philanthropie et l'autonomisation des femmes. Le public était un mélange de politiciens, d'icônes des affaires, de célébrités et de leaders communautaires, tous vêtus de tenues de soirée sous les hauts plafonds de l'auditorium. Lorsque son nom fut annoncé, des applaudissements tonitruants éclatèrent. Elle monta sur scène, la tête haute, drapée dans une élégante robe qui reflétait sa confiance. Alors qu'une personnalité bien connue épinglait la médaille sur sa robe, les obturateurs des appareils photo cliquetaient, immortalisant le moment. Prenant le podium, Amara regarda la mère de visage. Elle aperçut Chitty, souriant à travers des larmes de fierté. Elle vit des collègues de ses projets de développement, des membres de la fondation Astérisque Phoenix Rising Astérisque, et beaucoup de ceux qui avaient soutenu son parcours. « J'accepte humblement cet honneur », commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux, non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne qui s'est sentie oubliée, trahie ou mise de côté. Mon histoire de succès est la preuve que votre voix peut changer le monde, même si vous commencez par le silence. Des applaudissements retentirent, accompagnés de quelques acclamations. Elle continua, « À mon cher oncle Rotimi, qui m'a laissé un héritage qui est devenu plus que des propriétés, c'est devenu une bouée de sauvetage, à Chitty, qui a toujours vu mon potentiel, et à chaque femme qui recommence à zéro. Puissiez-vous renaître de vos cendres, sans peur de réclamer la vie que vous méritez. » Ces paroles suscitèrent une ovation debout. Les lumières scintillaient sur la médaille épinglée à sa poitrine, mais le véritable éclat était la confiance inébranlable dans ses yeux. À ce moment, elle avait la clôture, le succès et la paix. Une fin triomphale à une saga qui avait commencé par la trahison et s'était terminée par un témoignage flamboyant de résilience. En descendant de la scène, Kwame l'accueillit avec une étreinte. Les flashs illuminèrent leur silhouette, capturant l'aboutissement de son extraordinaire voyage. Amara respira profondément, un sourire satisfait sur son visage, enfin en paix avec tout ce qui s'était passé. Le domaine, le chagrin, la revanche, c'étaient des chapitres de l'histoire de sa vie, mais ils ne la définissaient pas. Ce qui la définissait maintenant, c'était la femme qu'elle était devenue. Fière, puissante et libre. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.